Bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube académique Canal VIA. Il s'agit donc aujourd'hui de poursuivre l'étude de la polaire. Donc cette deuxième partie nous permettra d'aller un petit peu plus loin dans l'exploitation de cette courbe et surtout de nous intéresser à certains dispositifs qui sont présents sur les ailes de tous les avions actuels, les dispositifs hyper et hyposustentateurs. Nous pencherons rapidement sur la question du nombre de Mach également. Alors voici le plan de cette émission. Nous commencerons par quelques rappels sur la polaire d'un profil. Ensuite, nous aborderons la différence avec la polaire de l'aile puis de l'avion entier. Ensuite, nous examinerons donc la problématique du maintien de la portance, qui est à l'origine donc de la mise en place des dispositifs hypersustentateurs. Nous nous intéresserons ensuite aux dispositifs hyposustentateurs. Enfin, nous aborderons rapidement la question du nombre de Mach et nous terminerons cette émission, comme d'habitude, par des questions d'examen commentées qui serviront en fait de nid to know à cette émission. Alors, commençons par quelques rappels sur la polaire d'un profil qui a fait l'objet de l'émission précédente. Alors, la polaire est une courbe sur laquelle on trouve en abscisse les valeurs des coefficients de traînée et en ordonnée les valeurs des coefficients de portance. Alors, ces coefficients sont les coefficients qui interviennent donc dans les formules de la portance et de la traînée, ici. Voilà. Alors rappelons-nous que chacun des points de cette courbe donc est associé à une incidence bien précise et que ces incidences donc sont décrites de façon croissante au fur et à mesure qu'on monte sur la courbe. Alors nous avons passé le point A qui est le point d'incidence de portance nulle, le point B de traînée minimum. Nous arrivons ici au point E. Nous avons vu que c'est l'incidence de finesse maximum. Ensuite, nous arrivons au point C qui est le maximum du coefficient de portance et ensuite la portance décroît jusqu'à chuter complètement, arrivé au point D. Nous sommes dans les incidences de décrochage. Alors, quelques valeurs numériques qui précisent un petit peu ces données. Ces incidences peuvent être négatives, de l'ordre de moins 2, moins 3 degrés, et aller jusqu'à 17, 18, sans dépasser toutefois les 20 degrés auxquels on approche des incidences de décrochage. Alors maintenant, il nous faut distinguer la polaire que nous venons d'étudier, ou encore polaire 2D, c'est-à-dire celle qui consiste à placer un profil dans une soufflerie pour trouver les valeurs de Cx et de Cz, ou bien les déterminer à l'aide d'un logiciel de mécanique des flux. Mais ensuite, donc, il faut s'intéresser à la polaire de l'aile puis de l'avion entier. En effet, que va-t-il se passer? Eh bien, l'aile est finie, et donc nous avons, comme nous l'avons vu dans une émission précédente, des phénomènes en bout d'aile, des formations de vortex, et donc nous allons avoir création d'une traînée induite assez importante. Ensuite, il faut tenir compte des traînées de frottement, des traînées d'interférence, et tout ça donc peut être étudié à nouveau et essentiellement en soufflerie pour obtenir ce qu'on appelle la polaire de l'avion en 3D. Alors vous voyez qu'il y a effectivement un décalage assez net du Cx, la traînée augmente singulièrement, principalement donc à cause de la traînée induite. Un petit gain de portance puisque certaines surfaces, donc fuselage ou d'autres parties de l'avion peuvent être amenées à augmenter légèrement la portance. Alors nous l'avons assez exagéré sur ce schéma. Et ici nous avons donc en fait ce qu'on appelle une configuration en lice, c'est-à-dire qu'on tient compte ici simplement de l'ensemble de l'avion, mais sans tenir compte des éléments mobiles qui sont en position neutre, les gouvernes, ou qui sont rentrés, si on pense au train d'atterrissage, et puis à ces dispositifs hypersustentateurs et aérofreins que nous allons voir par la suite. Entrons maintenant dans le vif du sujet, en abordant la question primordiale du maintien de la portance en différentes phases de vol. Cela, nous allons nous intéresser à deux documents qui sont ceux
se rapportant à un avion léger, le DA-20, qui est utilisé notamment à l'aéroclub de l'Hérault, avec qui nous sommes partenaires. Alors, le document de gauche, c'est un extrait de la checklist au décollage et à l'atterrissage. Alors, qu'observons-nous? Rotation 51 nœuds. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie qu'il faut une vitesse de 51 nœuds pour quitter la piste d'envol. Hein. C'est le moment de la rotation. À l'atterrissage, avec des volets, nous allons comprendre pourquoi, déployés. La vitesse préconisée de 57 nœuds. Passons maintenant au document de droite qui est un extrait du manuel de vol du même avion. Qu'y trouvons-nous? Des vitesses limites, airspeed limitations, dans différentes circonstances de vol. Bon, nous n'allons pas rentrer dans le détail des 4 vitesses proposées. Nous allons simplement nous concentrer sur une vitesse de croisière de l'ordre de 180 km/h. Donc cette vitesse excède un petit peu les 150 km/h qui sont recommandés à ne pas dépasser lorsque les volets flaps sont justement déployés. Nous allons voir pourquoi. Gardons simplement en tête ces ordres de grandeur: 25 mètres par seconde, 50 mètres par seconde, c'est un facteur 2 pour la vitesse. Alors pourquoi faut-il maintenir la portance? Eh bien, nous savons qu'en vol stabilisé, à tout moment, la portance doit équilibrer le poids. Or, le poids est une constante. Et donc, si la vitesse est amenée à diminuer, comme nous avons vu, d'un facteur 2 dans certaines phases de vol, eh bien, pour que le produit 1 demi-rho de S V carré CZ soit constant, il faut augmenter soit la surface à l'air, soit le coefficient de portance, soit les deux, comme nous allons voir. Très bien. Alors revenons sur les valeurs précédentes. À 50 mètres par seconde, un calcul simple utilisant cette formule et les données de cet avion montre qu'il nous faut un CZ de l'ordre de 0,4. Très bien. Maintenant, à une vitesse 2 fois inférieure, le même calcul nous donne un CZ de l'ordre de 1,4, qui est 4 fois plus important. En effet, si nous diminuons la vitesse d'un facteur 2, eh bien, si on s'intéresse simplement au CZ, il faut, lui, qu'il augmente d'un facteur 4. Très bien. Oui, alors, oui, mais ça va poser un problème. Parce que si nous partons d'un CZ de 0,4, donc nous sommes à une incidence raisonnable, hein, de l'ordre de 3 degrés avec ce type d'avion. Oui, mais pour obtenir un CZ de 1,4, il va falloir monter beaucoup sur la polaire. Donc il va falloir donner une incidence très importante à l'avion, de l'ordre de 15 degrés, et nous sommes là très proches des incidences de décrochage. Alors quelle est la solution? Eh bien, nous l'avons vu, il faut augmenter le coefficient de portance maximum et ou la surface à l'air. Très bien. Donc dans l'idéal, il faudrait passer de la polaire en bleu, qui est la polaire avion en configuration en lisse, donc, à une nouvelle polaire avion, dans une nouvelle configuration. Ce qui signifie que si on ne peut plus jouer sur l'incidence, il va falloir jouer sur la forme du profil. Et dans ces conditions, nous serons dans une zone confortable de vol pour obtenir le même coefficient de portance, le coefficient de portance nécessaire de 1,4. Ben là, nous serons loin des incidences de décrochage et donc dans des conditions très satisfaisantes de vol. Alors, pour trouver une solution à ce problème du maintien de la portance et donc de l'augmentation du coefficient de portance, nous nous rendons à nouveau à l'ENAC de Toulouse, où nous allons voir une expérience sur un profil d'aile placé dans une soufflerie d'études.
Alors on a fait l'expérience avec le profil symétrique. Maintenant on va modifier le profil, mettre les volets pour pouvoir refaire la même expérience à différentes incidences. Donc j'ai dévissé, desserré ici et comme vous pouvez le voir, je peux changer l'incidence des volets. Donc on va mettre 20 degrés, voilà. Je suis à 20 degrés de volet, configuration je dirais proche de l'atterrissage, et on va pouvoir refaire la simulation 0 degré, 4 degrés, 8 degrés d'incidence et le décrochage, et on verra la différence. Donc là je suis à 0 degré et je mets en route la soufflerie. Donc vous voyez, on est à incidence 0 et il y a une différence entre l'extrado et l'intrado. C'est dû à la forme du nouveau profil qui a une cambrure positive. Donc cette fois-ci, contrairement au profil symétrique, à incidence 0, on a déjà une portance. Je passe à 4 degrés. Donc en fait on va avoir les mêmes phénomènes mais augmentés au niveau de l'extrado et des surpressions au niveau de l'intrado. Donc on attend que ça se stabilise et je passe à 8 degrés. Voilà, je suis à 8 degrés. Et donc on a beaucoup plus de dépression par rapport à P0. Et là on va voir le phénomène de décrochage. Donc là vous voyez exactement pareil que pour le profil symétrique, on a le phénomène de décrochage. Vous voyez que l'écoulement est turbulent, il y a des vibrations. Et on recolle les filets d'air en diminuant l'incidence en dessous de l'incidence de décrochage. Le système informatique fournit ensuite une représentation graphique basée sur les 4 points de mesure, donnant donc les CZ qui nous permettent de comparer à profil sans déploiement de volet, avec un déploiement de volet, la courbe en rouge, et nous voyons que l'augmentation de cambrure due au déploiement du volet. Depuis les débuts de l'aviation, les ingénieurs, les constructeurs aéronautiques ont imaginé des dispositifs pour faire augmenter le coefficient de portance maximum et éventuellement donc la surface à l'air de la voilure. Ces dispositifs sont appelés dispositifs hypersustentateurs à cause de sa augmentation de la sustentation. Alors il y a 2 grandes familles donc, de dispositifs qui ont été imaginés. Alors commençons par les volets de courbure ou flap en English, qui augmentent très sensiblement la cambrure du profil de l'aile et qui peuvent aussi augmenter dans une certaine proportion la surface à l'air, parce qu'ils sont déployables, comme le montre donc le schéma de droite. Dans la deuxième famille, on trouve ce qu'on appelle les becs de bord d'attaque, ou SLAT en anglais, qui sont situés, donc, comme le nom l'indique, au bord d'attaque, qui sont des dispositifs qui vont avancer un petit peu donc, au niveau du bord d'attaque et qui vont permettre en fait de faire s'écouler des filets d'air entre le dispositif et le bord d'attaque du profil, qui vont contribuer donc à accélérer les filets d'air sur l'extrado et qui vont donc faire reculer la zone de décollement de la couche limite vers le bord de fuite. Nous avons vu que effectivement donc plus cette zone de décollement est vers l'arrière de l'extrado, c'est-à-dire vers le bord de fuite, et plus la portance générée est importante à l'extrado. Donc, dans la vidéo qui se déroule, nous assistons donc à la sortie des volets de courbure pour préparer le décollage.
Voyons donc la surface importante dégagée. Et ensuite donc les volets qui vont être rentrés donc après le décollage, puisque ensuite en vol de croisière ils ne sont plus nécessaires. Ici quelques vues, photos prises dans l'entreprise Valère Industrie, des avions en maintenance qui montrent donc quelques volets, ici vu de dessous, un plan plus rapproché, de derrière donc sur le bord de fuite. On distingue bien les rails de glissement de ces volets, un rail de plus près. Encore une vue de derrière sur le bord de fuite. Et ici donc des volets qui sont sortis donc en approche, hein, on est en finale, donc on va déployer progressivement les volets. On distingue aussi les spoilers qui montent, alors nous en parlerons plus tard dans l'émission, hein, ce sont d'autres dispositifs. Voilà, on distingue nettement la phase d'approche, hein, l'avion perd de l'altitude. Et il faut conserver la portance, donc une vitesse qui est réduite. Voilà, là les volets sont cambrés avec un braquage maximum, et véritablement près de la finale, près de l'aérodrome. Et maintenant une vidéo pour voir donc le mouvement des becs. Ici ce sont des becs qui sont en train de se rentrer. Donc, on est après le décollage, hein, donc comme les volets, les becs sont rentrés ensuite pour le vol en croisière. Et maintenant becs qui sont sortis progressivement, donc en vue de l'atterrissage. Hein. On distingue bien l'espace entre le bec donc, et le bord d'attaque. Voilà, on se rapproche après virage. Quelques vues maintenant donc de bec, de bord d'attaque, quelques photos toujours dans l'entreprise Valère Industrie, l'avion en maintenance, donc le bec donc qu'on distingue en haut de la photo, une vue plus rapprochée. Ici bec sorti, on va dire avec un braquage sans doute maximum, hein. On voit très nettement l'espace entre le bec et le reste de l'aile, ici en vue plus rapprochée. Encore une vue de dessous, donc à la fois volet et bec. Ici encore des becs qui sont quasiment sortis entièrement. La figure ci-dessous montre 3 polaires correspondant à 3 situations de braquage des volets sur l'aile. En effet, l'angle de braquage donc, peut être réglé. Donc on part d'une situation dans laquelle l'angle est nul, donc le volet est dans le prolongement de la corde de l'aile, donc on est en configuration lisse, donc on a une certaine finesse, F0. On déploie maintenant le volet, donc on l'incline donc à 15 degrés, la polaire change,
naturellement, puisqu'on obtient davantage de CZ max, qui est le but recherché, mais aussi un petit peu plus de traînée. Et du coup, la finesse est légèrement dégradée, mais reste du même ordre de grandeur. Lorsque le volet est complètement braqué, donc à 45 degrés, il y a augmentation très significative du CZ max, ce qui est bien sûr le but recherché, mais c'est au détriment d'une part de la traînée, qui augmente assez significativement, et du coup au détriment de la finesse qui va diminuer singulièrement. Alors ici à l'écran un tableau qui récapitule le gain en augmentation de portance de différents dispositifs, donc en partant du volet simple de courbure avec un angle de 45 degrés, donc qui permet une augmentation de portance. Le volet intrado, donc sans recul, dans notre dispositif, dont l'efficacité est comparable, peut-être un peu supérieure. Les volets à fente, donc où on ménage un espace entre donc le profil et le volet, permettant le passage de l'air et donc une augmentation aussi de portance sur le volet même. Et les dispositifs de type volet Fowler, dans lequel donc le volet se déploie pour augmenter significativement donc la surface à l'air, de l'ordre de 30%. Vous voyez que là on a tout de suite un rendement beaucoup plus important. Le bec à fente seul, donc qui permet quand même un gain significatif de portance, et l'association bec et volet de type Fowler, pour lequel donc on a quand même une augmentation de l'ordre d'un facteur 2. Maintenant donc un comparatif de l'influence de la forme des volets sur la polaire elle-même. Donc on retrouve ici, vous voyez la très grande efficacité donc des volets de type Fowler, des volets à fente. Par rapport aux configurations en lice, vous voyez qu'on a quasiment un doublement du CZ sans trop de perte de finesse par rapport à d'autres dispositifs plus simples, dispositifs d'intrado ou de courbure. Nous allons parler maintenant de dispositifs hyposustentateurs. Donc dispositifs destinés à diminuer sensiblement la portance. Alors, quels objectifs pour ces dispositifs? Eh bien, 3. Premier objectif, diminuer la vitesse. En effet, quand un avion est en approche, il faut progressivement qu'il diminue sa vitesse pour se rapprocher donc de la vitesse d'atterrissage. Mais il a besoin aussi d'augmenter éventuellement sa pente de descente. On pense essentiellement aux avions de ligne lorsqu'ils approchent de l'aéroport de destination. Et ensuite, lorsque l'avion a touché la piste, nous verrons que ces dispositifs peuvent contribuer à l'efficacité du freinage. Un peu de théorie d'abord sur la mise en descente de l'avion. Nous savons qu'en vol stabilisé, à tout moment, la traction, c'est-à-dire la force propulsive de l'avion, doit équilibrer la traînée. Et donc la première idée qui vient à l'esprit, c'est de diminuer la traction, ce qui va entraîner automatiquement une diminution de la vitesse. Et la diminution de la vitesse va entraîner à son tour une diminution de portance. Et donc l'avion va descendre. Sans autre action sur la manette des gaz, donc nous aurons un retour progressif donc au palier à une vitesse réduite. Très bien. Oui, mais maintenant, comment augmenter encore la pente de descente, mais sans diminuer pour autant la traction? Alors, reprenons notre équation. Nous pouvons agir sur le CX, effectivement, si nous augmentons le CX, c'est-à-dire le coefficient de traînée, nous allons faire diminuer la vitesse. Et en conséquence, la finesse
va diminuer, puisque nous savons que la finesse, c'est le rapport du coefficient de portance sur le coefficient de traînée. Et si la finesse diminue, eh bien, l'angle de descente de l'avion va augmenter. Augmenter la traînée va donc contribuer à diminuer la finesse et donc à faire augmenter la pente de descente. Le premier type de dispositif hyposustentateur est l'aérofrein. Alors les aérofreins en fait vont contribuer à augmenter significativement le CX, mais sans trop diminuer le CZ. On va éviter le décollement de la couche limite, ce qui fait qu'on va aménager le passage des filets d'air, comme vous le voyez sur les schémas, entre le dispositif et l'extrado. Et la conséquence va être donc, comme on l'a vu, une diminution de vitesse, mais essentiellement donc une augmentation de la pente de descente. Alors ces dispositifs se trouvent principalement installés sur les planeurs, mais pas seulement. Vous en avez donc un schéma à droite et une photo sur un planeur de type A60 Fauconnet. Les aérofreins peuvent être installés aussi sur le fuselage de l'avion, comme vous le voyez sur les deux photos à l'écran. Donc sur la partie supérieure, là sur le McDonnell Douglas F-15 et à droite sur un super étendard, donc avec une position basse. Alors le système des aérofreins se retrouve aussi sur les avions de ligne, mais à la différence des exemples précédents, sur planeurs notamment, on va utiliser des surfaces qui vont se déployer sur l'extrado de l'aile, qu'on appelle des spoilers, et qui vont du coup dégrader le CZ un petit peu aussi, mais augmenter considérablement le CX, qui est le but recherché. Alors en fait, ces spoilers sont utilisés en fonction aérofrein lorsque on va les activer par une manette spécifique, donc speed brake, de façon symétrique. Donc là, ils vont dégrader considérablement le CX de façon symétrique, mais ils peuvent être utilisés aussi de façon dissymétrique, de façon à aider les ailerons lors du virage de l'avion, pour l'incliner sur son axe de roulis. Les deux photos en encart montrent des exceptions qui ont été utilisées par le passé, la Caravelle notamment avec un parachute, certains avions de chasse aussi en possédaient, et puis un avion de ligne, un liner, le Jumbolino, avec des aérofreins à l'arrière. Ici donc à l'écran, visualisation de polaire et influence donc du déploiement d'aérofreins sur la polaire avion. Donc si le CZ maxi est quasiment inchangé, il y a effectivement une translation vers la droite, c'est-à-dire donc une augmentation significative du CX, qui est le but recherché pour diminuer la vitesse et augmenter la pente de descente. Maintenant donc un peu plus de détails sur les spoilers, dont nous avons déjà parlé dans la diapositive précédente. Donc les photos vous montrent donc le déploiement de ces surfaces qui peuvent être quasiment à la verticale, ou pas loin, et donc qui vont augmenter évidemment le CX, mais évidemment qui vont diminuer aussi le CZ. Donc deux fonctions différentes, nous l'avons vu, soit en fonction aérofrein, par braquage symétrique, comme nous l'avons vu, et lorsqu'ils sont vraiment très braqués, donc comme sur les photos, donc ils vont contribuer à détruire quasiment la portance à l'atterrissage, donc et aider au freinage de l'avion sur la piste, ou bien donc nous l'avons vu par contrôle du roulis, par braquage dissymétrique, donc en coordination avec les ailerons. Donc sur la figure à l'écran, trois polaires différentes suivant les angles de braquage des spoilers, avec, nous l'avons dit, donc une diminution très sensible du CZ et une augmentation importante du CX, ce qui est le but recherché. Donc le profil sans spoiler, donc en lisse, comme vous le voyez dans la partie droite du schéma, et lorsqu'il est déployé, donc apparition d'une surpression sur le foiler et un écoulement tourbillonnaire, donc Alors nous retrouvons ici une vidéo donc
prise d'un avion de ligne en approche. Ici, c'est le braquage des spoilers, sans doute donc pour perdre suffisamment d'altitude, puisqu'on approche donc de l'aéroport. Voilà, les spoilers rentrent. L'aile est de nouveau en profil lisse. Ici maintenant, à l'atterrissage, donc les spoilers vont se déployer. Vous voyez, ils sont braqués assez fort pour diminuer significativement la portance, voire la détruire pour favoriser le plaquage des roues au sol. Les reverse aussi sont déployés. Bon, c'est un système qu'on décrira, donc qui est en liaison avec le moteur. Donc nous en parlerons ultérieurement. La figure à l'écran est un schéma donc vous montrant l'emplacement des divers éléments hypo et hypersustentateurs sur une aile d'avion de ligne. Alors nous y trouvons le rail de glissement des volets, ici, les becs de bord d'attaque en position ici 5 ou 6 là, les volets intérieurs et extérieurs, intérieur donc proche d'emplanture de l'aile et extérieur ici, plus éloigné, les spoilers en position ici de destructeur de portance et en position ici plus rapprochée de l'emplanture, donc dans leur fonction d'aérofrein. Et pour terminer, donc une notion importante à connaître, ce qu'on appelle le nombre de Mach et son influence sur la polaire de l'avion. Alors, qu'est-ce que le nombre de Mach? En fait, c'est une vitesse dans une unité particulière. Alors, il s'agit du rapport en fait entre la vitesse de l'avion dans la masse d'air par rapport à la vitesse du son dans cette même masse d'air. Alors, dans l'air sec, on sait que, et au niveau de la mer, donc on va dire en atmosphère standard, à la température de 15 degrés, la vitesse ou célérité du son est égale à 340 mètres par seconde, ce qui représente 1224 km/h, et elle est plus faible donc à une altitude plus élevée, à 10 000 mètres, elle est de 1055 km/h. Alors, on distingue les vitesses transoniques, c'est-à-dire les vitesses qui sont en dessous de la vitesse du son, et les vitesses supersoniques au-dessus de la vitesse du son. Et donc la vitesse va s'exprimer donc à ce moment-là en points de Mach, en nombre de Mach, c'est-à-dire en fait un avion qui vole à la vitesse du son se déplace à Mach 1, s'il se déplace à 2 fois la vitesse du son, à Mach 2, et ainsi de suite. Alors les avions de ligne, les avions commerciaux sont des avions qui sont en situation transonique, mais qui se rapprochent de la vitesse du son en croisière. Alors vous voyez l'influence sur la polaire de cette augmentation de vitesse. On voit que plus la vitesse est élevée, donc plus on se rapproche de la vitesse du son et plus les performances aérodynamiques de l'aile sont dégradées, tant au niveau du CZ max, que de la traînée. Quelques questions d'examen maintenant, dont les réponses vont constituer l'essentiel à connaître sur cette partie. Alors, première question, sur un avion, en supposant que la sortie des systèmes hypersustentateurs permet de multiplier par 2 le CZ max, la vitesse d'approche est d'environ, donc divisé par 2, multiplié par 1,4, divisé par 1,4, divisé par 1,7. Bon, c'est une question un peu technique et calculatoire, mais un peu de bon sens et en réfléchissant à la formule de la portance permet de trouver la réponse. Alors en fait il s'agit de la réponse C, la vitesse va être divisée par 1,4. Alors pourquoi? Alors il faut revenir à la formule de la portance, 1/2 de ρ S V2 CZ. Si le CZ est multiplié par 2, eh bien il faut que le facteur V carré soit divisé par 2. Or pour diviser V carré par 2, ça revient à diviser V par la racine carrée de 2. Or la racine carrée de 2 est proche de 1,4, ce qui explique la réponse proposée. Question suivante. Les dispositifs hypersustentateurs utilisés par exemple sur les avions de ligne ont pour but soit de diminuer la portance à vitesse élevée, par exemple pour une descente d'urgence,
d'augmenter la vitesse de décrochage pour certaines manœuvres, de diminuer la traînée pour certaines manœuvres, enfin de diminuer la vitesse de décrochage dans certaines phases de vol, par exemple au décollage et à l'atterrissage. Alors la bonne réponse est évidemment la réponse D, hein, comme nous l'avons vu. Alors pour quelle raison? Eh bien, l'équilibre doit être réalisé entre la portance et le poids. Si Fz égale P, on peut tirer de l'équation V égale racine carrée de P sur rho S Cz. Et donc, dans cette formule, on constate bien que si le Cz augmente, la vitesse diminue. Question suivante, graphique. La bonne association légende-croquis est-elle A, le profil lisse, B, le profil avec le volet braqué, C, profil avec bec sorti, et D, profil avec Fowler sorti. Alors, ici, il s'agit effectivement de la réponse A, profil en lisse. On voit dans la réponse B, donc le volet, mais il n'est pas braqué. Dans la réponse C, on parle de bec, mais on n'en voit pas sur le schéma. Et dans la réponse proposée D, le Fowler n'est visiblement pas sorti. Question suivante. En phase d'atterrissage, lorsque toutes les roues ont touché la piste, les spoilers, alors réponse A, servent essentiellement à détruire la portance de l'aile afin de plaquer l'avion au sol pour que les freins de roue soient plus efficaces. Réponse B, sont une aide au pilotage qui permet à l'avion de conserver son axe durant cette phase de roulage. Ils sortent soit à droite, soit à gauche, et cette fonction est utilisée sur piste contaminée, par la pluie, la neige, la glace ou la grêle. Réponse C, ne sont utiles que durant le vol. Et réponse D, servent essentiellement à augmenter la traînée de l'aile afin de freiner l'avion sur la piste. C'est le moyen de freinage le plus efficace. Alors la bonne réponse est la réponse A. Alors détaillons un petit peu cette réponse, cette explication. Voilà, lorsque l'avion donc est à l'atterrissage, il est essentiel de faire diminuer sensiblement, voire de détruire la portance. Du coup, l'avion va être plaqué au sol par son poids et donc les freins de roue vont être plus efficaces. C'est d'ailleurs les freins qui contribuent essentiellement à l'arrêt de l'avion sur la piste, c'est à savoir. Question suivante, le but principal des spoilers est de diminuer, réponse A, la traînée, réponse B, la vitesse d'atterrissage, réponse C, la portance de l'aile, réponse D, la portance et la traînée. Alors évidemment, le but principal des spoilers, c'est de diminuer la portance. Bon, on sait qu'il contribue aussi à la diminution, à l'augmentation de la traînée. Hein, donc, c'était la seule réponse logique possible. Voilà, hein, pour rappel, donc, l'influence du braquage des spoilers sur la polaire. Question suivante, en phase d'atterrissage, le pilote sort les volets hypersustentateurs. L'objectif est, réponse A, de conserver la portance à vitesse réduite. Réponse B, de réduire la portance et d'augmenter sa vitesse. Réponse C, de diminuer la traînée. Réponse D, d'augmenter la vitesse. Alors évidemment, c'est la réponse A qui est la bonne réponse. Donc, il faut conserver la portance à vitesse réduite, comme nous l'avons vu dans l'émission. Toujours pour les mêmes raisons. Portance égale poids. Donc, si je veux conserver la portance en diminuant la vitesse, il faut que j'augmente le CZ, et c'est le but, donc c'est le rôle des volets hypersustentateurs. Question suivante, en phase de décollage cette fois-ci, le pilote sort les volets hypersustentateurs, comme dans la question précédente, mais on est au décollage cette fois-ci. L'effet sera, réponse A, d'augmenter la distance de décollage, réponse B, d'augmenter la portance, réponse C, d'augmenter la vitesse, réponse D, de diminuer la portance. Alors la bonne réponse est bien sûr d'augmenter la portance, comme nous l'avons vu dans cette émission. Un petit rappel donc de l'efficacité des divers systèmes hypersustentateurs de volets sur l'augmentation de la portance, qui peut aller jusqu'à doubler dans le système bec et volet Fowler.
Question finale, le braquage des volets de courbure en finale, c'est-à-dire donc juste dans la portion avant le toucher sur la piste, donc a pour conséquence une augmentation de la portance, une diminution de la traînée. Réponse A. Réponse B, une augmentation de la portance, une augmentation de la traînée. Réponse C, une diminution de la portance et une augmentation de la traînée. Réponse D, une diminution de la portance, une diminution de la traînée. Évidemment, la réponse est C. Il faut diminuer la portance et la conséquence, c'est qu'on aura une augmentation de la traînée. Nous l'avons vu pour l'ensemble des dispositifs. Toutes les polaires sont décalées vers la droite par rapport à la polaire en lice. Dernière question, l'aérofrein représenté ci-dessous. Réponse A, augmente fortement le CZ en ne réduisant que faiblement le coefficient CX. Réponse B, réduit fortement le coefficient CZ et le coefficient CX. Réponse C, augmente fortement le coefficient CX en ne réduisant que faiblement le coefficient CZ. Réponse D, augmente fortement les coefficients CZ et CX. Nous l'avons vu dans l'émission. Augmentation du coefficient de traînée avec une réduction la plus faible possible du CZ. Voilà pour rappel les deux dispositifs qui ont été montrés dans l'émission.